les médicaments alcaloïdes. Vous savez ce que c'est? C'est ce qui sert à endormir le patient avant une opération chirurgicale. On en importe 10 milliards par an. Le matériel de manutention, le levage, 4 milliards par an. Les radars, les petits radars pour les GPS, etc. 1 milliard par an. Et comme ça, je pourrais faire une liste à la Prévert, interminable. On y sera encore demain soir. Pourquoi? Parce qu'on a laissé abandonner le tissu industriel et agricole. Alors, je suis Arnaud Montebourg, je suis né à Clamecy, dans la Nièvre, en 1962. J'ai donc 61 ans, je suis entrepreneur dans l'industrie de l'agriculture. J'ai été dans ma vie avocat au barreau de Paris et j'ai été parlementaire, ministre de l'économie et de l'industrie et j'ai été président du département de Saône-et-Loire, qui est le département de ma famille. Voilà, j'ai fait tout ça. Mais bon, c'est assez varié, mais ça permet d'emmagasiner une certaine expérience. Eh bien, on va retracer aujourd'hui toutes ces différentes carrières que vous avez eues ensemble. On va d'abord commencer par le début, donc votre enfance. Vous m'avez dit que vous étiez né à Clamecy, en Bourgogne. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance, justement? Quels souvenirs vous en gardez? Où est-ce que vous avez grandi? À quoi ressemblait votre environnement quand vous étiez petit? Bien, je dirais que j'étais un enfant de la France rurale, ayant vécu dans un village depuis l'âge de, on va dire, 4 ou 5 ans. Mes parents s'étaient installés en Côte d'Or, en Bourgogne, et mes deux grands-parents étaient les uns dans la Nièvre et les autres dans la Saône-et-Loire. Et donc, je faisais un peu la navette triangulaire entre ces trois pôles de vie. Alors, les uns habitaient dans le Morvan, au fond des bois. Donc, j'ai des souvenirs de faire les foins, de très longues vacances sous la pluie interminable, l'apprentissage des plantes, des arbres, des animaux, des saisons, de la nature, de l'agriculture, une espèce de vie un peu solitaire, mais tout à fait méditative et au contact des éléments qui m'a donné cette espèce j'allais dire, de solidité que je crois m'a permis de traverser beaucoup d'épreuves. J'ai fait mes études à Dijon, où j'ai été diplômé de la faculté de droit. J'étais dans un lycée de campagne, à Brochon, dans le canton de Gevrey-Chambertin. C'était un internat de filles, il y avait très peu de garçons d'ailleurs, et le souvenir que j'en ai de professeurs qui m'ont absolument ébloui, qui m'ont tout appris, le latin, l'histoire, la géographie, le français, la littérature. Et ce côté proche de la nature que vous aviez, d'avoir grandi dans la nature, est-ce que vous avez déjà nourri, dès votre jeune âge, un amour pour les produits locaux, du terroir, fait en France? Est-ce que vous aviez déjà un petit peu ce goût pour ces choses-là quand vous étiez... C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait que ça. On consommait le lait en allant, le fromage en allant à la ferme à côté, ou je voyais ma grand-mère elle-même vivre un peu chichement d'ailleurs. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais qui étaient très heureux, et qui faisaient finalement profession de transformer eux-mêmes la matière. Et j'avais évidemment dans ma famille, on était boucher-charcutier à Autun, en Saône-et-Loire. Mon oncle Henri Montebourg, mon grand-père Henri Montebourg avait deux frères, mon père Michel et son frère Roger. Et la boucherie était une espèce de lieu où on allait chercher les vaches en tube Citroën dans le Morvan, l'acheter aux paysans, on les emmenait à l'abattoir, et après, eh bien, on découpait, on transformait la matière. Donc si vous voulez, il n'y avait pas à l'époque, on n'imaginait pas qu'on puisse un jour consommer des agneaux de Nouvelle-Zélande, de l'autre côté de la planète, des bœufs venus d'Argentine, ou je ne sais quoi. Tout était parfaitement ordonné autour de nous pour que nous ayons ce pays de cocagne entre les mains. Et c'était d'ailleurs,
sur le plan purement de la sensation nostalgique, c'était un pays extraordinairement généreux à l'époque, la France. L'agriculture était florissante, l'industrie était étincelante, et les gens gagnaient très bien leur vie en travaillant dans l'agriculture et l'industrie. Et vous m'avez parlé justement de vos grands-parents, dont vous avez passé beaucoup de votre enfance avec eux. Et vos parents alors, parlez-moi-en, que faisaient-ils dans la vie? Mes parents, ils étaient fonctionnaires. Et ils étaient déplacés géographiquement. Donc mon père était fonctionnaire des impôts et ma mère était professeure d'espagnol. Donc ça, c'était une autre vie. Mais nous étions à la campagne. Donc en fait, je n'ai vécu qu'à la campagne pendant toute mon enfance et adolescence. Et puis quand je suis arrivé à la fac, évidemment, c'était à Dijon, c'était déjà autre chose. Et puis ensuite, il y a eu Paris, où j'ai réussi mes examens, je suis allé à Sciences Po, j'ai eu ma mention au bac, alors, etc., etc. Je suis un enfant de l'école républicaine, venu d'une province inconnue et qui a débarqué à Paris en 1983. Bon, j'avais 21 ans. Bon, voilà, comme beaucoup d'ailleurs d'enfants de la petite classe moyenne dont j'étais issu. Et je reviens sur l'amour pour la nature que vous avez construit. Est-ce qu'en dehors de ça, vous aviez d'autres passions lorsque vous étiez enfant? J'étais passionné par la politique. Déjà? Oui, j'étais passionné par la politique. Je m'intéressais au monde, à son désordre et à la manière dont on allait l'ordonnancer. Vous voyez, politique, c'est comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, comment lutter contre telle injustice, comment éviter tel désordre, bref. J'étais passionné par la marche du monde, bien sûr, donc je lisais beaucoup, j'écoutais beaucoup, et très tôt, je participais aux discussions d'adultes. Déjà, dans ma famille, tout le monde s'engueulait, ils étaient tous d'accord, mais ils s'engueulaient. Donc ça apprend l'esprit de nuance, vous voyez ? Il est d'accord, mais il n'est pas d'accord. Ah, pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bref, c'est un apprentissage à la rhétorique, à la dialectique aussi, l'art de la confrontation qui permet de dégager la vérité. La rhétorique, l'art de convaincre autrui qui n'est pas d'accord, ou qui est réticent ou indifférent. Et ce sont là des humanités de l'Antiquité. Et vous aviez déjà, au-delà de cet intérêt pour la politique, l'envie d'avoir une carrière là-dedans, de devenir député, ministre, comme vous l'avez été? Non, pas du tout. J'imaginais même pas que ça puisse me concerner. J'étais, comment dire, un homme engagé. Je n'étais pas indifférent à la manière dont le monde évoluait. Donc ça m'a conduit, c'est vrai, à m'engager politiquement. Donc je suis devenu un militant de base. Donc j'ai collé des affiches de François Mitterrand en 1981 avec la 304 de mon père, mon berger allemand qui était une crème, un amour très gentil. Nous sillonnions les routes du canton de Gevrey-Chambertin et jour comme nuit, jour ouvrable, jour ouvré ou jour férié, je collais les affiches et j'ai appris à militer. Le mot dans sa racine, militer, ça veut dire combattre. Voilà, donc j'ai appris ça. Et donc mais je l'ai fait à la base. J'ai commencé comme ça, j'avais 18 ans, juste après le bac. Et qu'est-ce que vous vouliez faire alors petit? Alors moi, je voulais être magistrat au début. La justice, tout ça, l'équilibre. Donc je n'ai pas pu l'être. C'est pas que je n'ai pas pu l'être, c'est que je me suis aperçu que ce ne serait pas du tout pour moi. Parce que on ne pouvait pas être engagé quand on est magistrat. Et donc moi qui aimais l'engagement, j'ai préféré avocat parce que je pouvais défendre la cause, vous voyez. Donc on arrive à vos études de droit. Expliquez-moi, donc vous m'avez dit que vous êtes monté à Paris pour ces études. Pourquoi l'envie de monter à Paris pourquoi la capitale vous attirait? En fait, quand j'ai réussi Sciences Po, et donc j'avais mes diplômes, et surtout mes profs m'encourageaient à élargir, pas rester dans ce cadre-là. Donc je suis parti, puis j'ai élargi mes études, c'est vrai, j'ai élargi. Plutôt que le droit, on est passé ensuite à l'économie, on a appris ensuite la géopolitique, la politique.
Et ça m'a donné cette vision beaucoup plus large dont j'ai pu ensuite me prévaloir pour faire mes premiers pas professionnels. La vie à Paris, est-ce que vous étiez heureux? Vous aviez l'impression d'être au cœur de l'effervescence de la politique quand vous étiez à la capitale? Non, je n'aimais pas tellement Paris en fait, ça ne me plaisait pas. J'avais des problèmes à Sciences Po parce que je trouvais que c'était des fils de bourgeois, des fils d'archevêques, des fils de gens qui avaient déjà tout. Je trouvais que c'était une école de classe. Et moi, j'arrivais de ma province avec mes petits souliers. J'étais dans mes petits souliers d'ailleurs. Et je trouvais que ces gens étaient quand même très... Ils étaient propriétaires des lieux. C'était un entre-soi entre les profs. C'était que des grands noms, vous voyez, des fils de ci, de ça. Donc c'était une espèce d'école d'héritiers. Donc moi, ça ne me plaisait pas du tout, parce que moi, je considérais que le mérite, ça s'héritait pas. Et puis par ailleurs, c'était pas très drôle, Paris, parce que c'est une ville qui n'est pas très sympathique, assez tumultueuse, avec des gens qui tendent pas la main, ce qui n'est pas le cas dans nos régions rurales. Voilà, donc j'aimais pas en fait. Et quand j'ai été élu, j'étais content toutes les semaines de retrouver ma Saône-et-Loire, vous voyez, ma Bourgogne. Au cours de vos études, vous avez participé à plusieurs concours d'éloquence. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? Est-ce que vous y avez pris goût? Vous me parlez de la rhétorique notamment tout à l'heure. Est-ce que là, expérimenter le fait de défendre un discours, défendre une cause, ça vous a plu? Alors, c'est vrai que j'avais découvert que j'avais quelques aptitudes à ébranler l'opinion d'autrui. Naturellement, mais j'avais découvert ça dans des circonstances, je crois, c'était en 1980. Il y avait une grève qui se déclenchait à la faculté de droit de Dijon. Et j'avais dû prendre la parole dans des circonstances d'ailleurs dont je ne me souviens pas. Et je me souviens avoir affronté le doyen de la faculté qui nous demandait de ne pas faire grève. Et j'ai argumenté en sens contraire. Et j'ai vu la réaction du public, de mes camarades. Il y avait quand même 800 personnes. Et donc je me suis dit, j'ai été capable de ne pas être timide, donc de prendre la parole devant tous ces gens, qui sont mes pairs, donc qui me jugent sévèrement. Il n'y avait pas la tendresse des anciens, ni l'admiration des plus jeunes. C'était des gens avec qui nous étions à égalité. Et ils ont accepté de m'écouter et de me suivre. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à cultiver. Et après, je suis allé frotter mes fonds de culotte, j'avais 25 ans, dans tous les concours d'éloquence, des grandes écoles, de Polytechnique, de Sciences Po, et je les ai tous gagnés. Donc j'étais content, parce que j'avais fait la preuve que j'avais une aptitude immédiatement monétisable. Je me suis dit, ça alors, ça vaut cher. Et c'est comme ça que je suis devenu avocat, pénaliste, pour défendre la veuve et l'orphelin. Et justement, lorsque vous étiez avocat pénaliste, c'est une parfaite transition, est-ce qu'il y a une affaire en particulier que vous avez défendue, qui vous a particulièrement marqué? J'ai été l'avocat de l'assassin du chef de la police de Vichy, M. Bousquet. Christian Didier était un garçon vosgien un peu perdu et il a décidé de donner à la France un geste criminel pour le débarrasser de ce que lui qualifiait d'une vermine, qui était M. Bousquet, c'est-à-dire celui qui a fait déporter 78 000 juifs, les a mis dans les wagons des Allemands, qui a organisé la rafle du Veldiv, a pris les enfants, les femmes, les a mis dans des wagons pour les faire gazer à Auschwitz. L'homme coulait une retraite paisible, avenue Raphaël, dans le 16e arrondissement. Un gars arrive de Saint-Dié-des-Vosges, sort une pétoire, lui fout trois balles dans le buffet. Il se retrouve, évidemment, il se rend à la police en disant « j'ai voulu rendre justice ». Et j'ai été son avocat. Donc je suis allé le défendre. Et ça a été une affaire très, très difficile et en même temps très politique. D'ailleurs, l'intéressé a pris 7 ans. Non, il a fait 7 ans, il a pris 10 ans, mais il a fait 7 ans.
C'est-à-dire autant que Touvier, Papon et Bousquet réunis. C'est-à-dire les collaborateurs qu'on a réussi à juger entre 1944 et aujourd'hui, avant qu'ils ne meurent. Je reviens un petit peu en arrière avant d'embarquer sur votre carrière en politique. Vous m'avez dit qu'en 1980, vous êtes engagé au Parti socialiste. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? C'était un peu par tradition familiale, c'est vrai. Et puis aussi parce que je pensais qu'il fallait rééquilibrer les excès d'un système un peu abusif, économique abusif, vous voyez. Il fallait le social devait équilibrer l'économique. C'était une espèce de vision un peu généreuse, peut-être naïve d'ailleurs, mais qui ne m'a pas vraiment quitté. Je le pense encore. Je pense que le système économique peut être très dangereux si on le laisse aller seul là où il veut aller. Et donc, il est normal que l'État s'en mêle, corrige les injustices qu'il peut produire. Et donc, en 1997, on arrive au début de votre carrière en politique en tant que député. Et donc, vous allez arrêter votre carrière d'avocat pénal pour vous consacrer pleinement à cette mission, si je puis dire. Qu'est-ce qui vous a motivé à l'époque à vous présenter et à arrêter d'être avocat pénaliste ? C'est-à-dire qu'à l'époque, je m'ennuyais un peu. J'avais fait beaucoup de choses déjà. J'avais travaillé pendant 7 ans comme avocat. C'est une profession libérale, mais enfin c'est une profession difficile parce que d'abord on se prend beaucoup de portes, beaucoup de murs, c'est très, très dur. On ne gagne pas bien sa vie. Enfin moi je ne savais pas gagner ma vie parce que je ne pouvais pas demander de l'argent à des gens qui étaient pauvres, qui étaient dans les prisons. Voilà. Moi j'aurais voulu être fonctionnaire, vous voyez. J'aurais aussi bien travaillé avec la même conscience professionnelle si l'État m'avait payé à défendre ces gens, plutôt que leur demander de l'argent qu'ils n'avaient pas, c'était un crève-cœur. Donc je tirais un peu le diable par la queue et je considérais que j'avais fait un peu le tour du métier, en fait. Et je m'ennuyais. Alors il est vrai que j'avais réussi par l'action judiciaire à faire déménager un Premier ministre à l'époque, c'était en 1995, c'était M. Juppé, qui avait pris un appartement de la ville de Paris et s'était octroyé un loyer à bas prix. Et donc on avait réussi à le faire poursuivre et le procureur avait ordonné son déménagement. Alors du coup, les gens de Saône-et-Loire, qui ne me connaissaient pas tellement, les socialistes, m'avaient dit « Dis donc, puisque tu as fait déménager Juppé, viens donc faire déménager le président du département qui est pas très honnête. » Alors du coup, j'ai dit « Oui, on va le faire ». Et puis je me suis retrouvé engagé dans le combat à la faveur d'une dissolution. Déjà, la dissolution de Jacques Chirac qui a conduit à ce que je sois élu et qu'il se retrouve en cohabitation. Et donc, je me suis retrouvé à 34 ans, député de Saône-et-Loire. D'ailleurs, j'étais très jeune, j'étais dans les plus jeunes de la fournée, si j'ose dire. Et c'est là que, finalement, j'ai recommencé une vie complète. Et justement, là, d'avoir le pouvoir d'agir, vous qui participiez aux discussions quand vous étiez petit politique, là, d'être dedans, qu'est-ce que ça vous faisait ? On disait, on sert à quelque chose, qu'avocat, quoi on sert ? On sert à éviter la misère, le malheur. On est presque le médecin de l'âme. Mais bon, c'est tellement difficile. Là, au moins, on faisait des pas de géant dans des secteurs où il ne se passait rien depuis des années. Donc, j'étais assez content de pouvoir faire bouger le monde. Vous voyez, un peu. Je fais un bond dans le temps maintenant. J'arrive à 2012. Donc là, vous n'êtes plus député, vous allez être ministre cette fois, du redressement productif. Alors racontez-moi, comment ça s'est arrivé dans votre vie, cette nouvelle casquette ? Non, mais c'est parce que, d'abord, je m'étais présenté à la primaire. J'étais candidat à la primaire, j'ai perdu la primaire. Et j'ai mis en ballottage les grands dirigeants du Parti socialiste, et sans moi, ils ne pouvaient rien faire. Donc c'était M. Hollande et Mme Aubry. Et donc, il a fallu faire un accord pour qu'on choisisse le vainqueur. Donc j'ai choisi M. Hollande, c'est comme ça qu'il est devenu président de la République. Évidemment, c'est un accord dans lequel
il était obligé de faire avec moi. Et c'est comme ça que je suis entré au gouvernement. C'est un moment important parce que d'abord vous avez une charge lourde, avec une responsabilité importante, et vous avez évidemment charge d'âme, vous avez un morceau de France à porter. Bon. Et donc, cette responsabilité, elle vous conduit à devoir maîtriser absolument votre sujet. Maîtriser l'administration qui est chargée d'exécuter vos décisions, parce qu'il y a des gens qui demandent des comptes. Vous rendez des comptes devant le Parlement, mais devant le suffrage universel. Le patron, c'est les gens, c'est les Français. Hein. Donc vous êtes obligé quand même de dire, ben voilà, on a fait ça, on n'a pas réussi, ça, on l'a réussi, ça, vous en jugerez vous-même, et puis ben, dites-nous, quitus ou pas quitus. Hein. Vous voyez, c'est assez simple, on est le délégataire hein, d'une mission d'intérêt général et qu'il faut remplir au mieux. Donc c'est des nuits courtes, c'est une exigence forte, c'est un effort intellectuel très puissant, parce qu'il faut maîtriser beaucoup de choses, les assimiler en très peu de temps, et ne pas se tromper sur les décisions qu'on prend un peu à la mitrailleuse. Hein, on prend des décisions très rapidement dans la journée. Les journées sont extrêmement éprouvantes, parce que vous n'avez pas une minute à vous. C'est à peu près ça, tout est minuté. Et à chaque fois que vous avez un interlocuteur, c'est toujours top niveau. C'est pas, vous voyez, c'est pas une soirée entre copains. Hein. C'est toujours soit un homologue d'un pays important, ou même pas important, c'est quand même un homologue. Soit c'est des dirigeants d'entreprise avec qui vous avez une discussion serrée, soit ce sont les banquiers. Enfin, bon, vous avez un travail considérable à faire. Soit vos collaborateurs qui eux-mêmes... on doit toujours veiller à prendre des collaborateurs plus brillants que soi-même, c'est toujours mieux, parce qu'au moins ils vous apprennent quelque chose et ils vous évitent de vous tromper. Et donc cet effort intellectuel était tout à fait... Moi j'adorais, parce que je trouve... Moi ça me faisait progresser encore. Vous voyez ? Et il y a une mesure qu'on souligne souvent au cours de votre mandat quand vous étiez ministre à ce moment-là, c'est celle du mouvement Made in France et des 34 plans de la Nouvelle France industrielle. Alors expliquez-moi, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce travail que vous avez fait ? Comment est-ce que vous avez construit cette idée ? Comment est-ce que vous l'avez menée à bien ? Ben, on gérait la crise de 2008-2009 qui a fait que l'industrie française s'écroulait. On a perdu 1 millier d'usines dans cette période. On les a pas retrouvées. Hein. 15 ans après, on les a pas. Bon. Et donc moi, mon obsession, c'était de dire, mais comment on va faire repousser les arbres qui sont tombés dans la tempête économique qu'on a subie. Quand vous avez une tempête, vous replantez des arbres. C'est ça que j'ai fait. Mon idée était de prendre tous les secteurs où on avait des ressources, des entreprises, des savoir-faire, des moyens d'investissement privés, des laboratoires de recherche publics, privés. Bon. Et de se mettre sur un produit et de le sortir. Alors ça ne pouvait pas être une décision gouvernementale, parce que l'État, il n'est pas bon pour faire à la place de l'initiative privée. Mais comme l'initiative privée n'était pas là, j'ai eu l'idée d'unir le gouvernement et l'initiative privée, les entreprises. Donc on a demandé aux entreprises du secteur de faire le plan E, L. Pour un exemple, l'automobile. À l'époque, j'ai dit, il faut qu'on fasse le véhicule à 2 litres. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, les véhicules entre 5 et 6 litres, bon, max. Enfin, minimum, pardon. Et on ne peut pas descendre en dessous. Parce que le carbone, ceci, cela, bon, on n'a pas. Les constructeurs ont arrêté d'ailleurs de descendre. Et à l'époque, j'avais réuni Renault et Peugeot, je leur ai dit, il faut qu'on fasse le véhicule à 2 litres. D'abord parce que c'est notre indépendance. Si on diminue par 3 la consommation d'essence, c'est ça de moins qu'on importera. Et 2, le carbone. À l'époque, ce n'était pas une obsession, c'était une anticipation.
Ils ont dit d'accord. Donc on s'est mis à financer l'État, Renault, Peugeot, le véhicule à 2 litres. Et je leur ai dit, vous n'avez pas l'argent pour la R&D, nous on va le mettre. Donc on finance. On dit banco. Alors évidemment, ce plan devait nous permettre d'avoir des véhicules à 2 litres en 2020. On est en 2013. 7 ans de travail. C'est rien. Alors mon successeur, M. Macron, qui m'a remplacé à Bercy, l'a abandonné. Donc on n'a jamais eu ce plan. Mais imaginez si on avait des véhicules à 2 litres aujourd'hui. Tous ceux qui ne peuvent pas se payer des véhicules électriques à 25 000 ou 30 000 balles, ils auraient des véhicules à 2 litres. Ils pourraient remplacer leur voiture. Aujourd'hui, la durée de détention des véhicules thermiques est de 12 ans. Parce que les gens, ils ne peuvent pas remplacer leur voiture, c'est trop cher. Et les passer en électrique. Donc, l'automobile va devenir une industrie pour un peu plus de luxe, pour la classe moyenne supérieure. Et tous les autres, ils vont faire quoi? Ils vont aller à dos d'âne, ils vont prendre le vélo, en ville peut-être, mais ailleurs non, chez moi non. Donc ça, c'était un exemple. Et il y en a eu 34 comme ça. Donc malheureusement, mon honorable successeur les a abandonnés pour la plupart. J'arrive maintenant quand vous étiez sous le gouvernement de Manuel Valls. Là, on vous a rajouté l'économie en plus comme casquette. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce que ça a été une pression en plus? Vous qui parliez justement des horaires à rallonge, est-ce que là vous vous êtes dit c'est encore plus de travail ou est-ce que vous l'avez pris comme un nouveau challenge? Non, c'est une promotion. Deuxièmement, c'était une occasion de défendre mes idées. Troisièmement, c'était une marque de confiance de mes chefs. Donc j'étais content. Puis ça me permettait d'avoir plus de poids. Donc c'était une prise de poids. Dans les sumo, il faut prendre un peu de poids pour pouvoir bousculer l'adversaire. Vous voyez ? Avoir l'économie, qu'est-ce que ça représente? Expliquez-moi un petit peu quel a été votre grand combat sous ce gouvernement-là. L'économie, c'est pas la finance, déjà. Vous n'avez pas les banques, vous n'avez pas les assurances, vous n'avez pas l'euro. Mais vous avez les entreprises, vous avez le numérique, vous avez l'artisanat, le commerce, vous avez l'industrie, et vous avez la macroéconomie, c'est-à-dire les grands choix, les grandes orientations. Donc vous pouvez dire à votre homologue, qui est ministre des Finances, que vous n'êtes pas d'accord avec la parité de l'euro. Vous avez une légitimité à le dire. Vous pouvez lui dire que les banques ne font pas leur travail parce qu'il y a ce qu'on appelle le credit crunch, c'est-à-dire que les banques ne prêtent pas assez. Donc vous êtes en situation de poids considérable pour dire l'économie ne va pas comme nous voudrions. Elle n'investit pas assez, le chômage ne baisse pas, il y a trop de dégâts dans la désindustrialisation, il faut réinvestir. Donc c'est une position très importante en politique économique. Et ça vous permet de discuter des orientations macroéconomiques avec le président de la République et le Premier ministre, ce qui n'est pas le cas d'un ministre de l'Industrie. À cette époque, j'avais dit au Premier ministre et au président, je leur avais dit, je voudrais créer un conseil de politique économique autour de moi avec des prix Nobel d'économie. Pourquoi ? Parce que l'économie, elle est pensée par qui en France ? Par des énarques. C'est-à-dire des gars qui connaissent rien à l'économie. C'est pas leur métier, c'est pas leur travail. Ils croient savoir. Mais ce ne sont pas des gens compétents, pour moi. Donc, je leur ai dit, il nous faudrait des intellectuels de l'économie qui ont fait leurs preuves. Donc, c'était une manière d'ouvrir le débat. Mais j'ai tellement ouvert le débat que, ça s'est mal passé avec le président et le Premier ministre, parce que je leur disais, votre politique, c'est une catastrophe. D'ailleurs, à l'époque, je l'ai dit, je l'ai écrit, tout ça nous mène, c'est des millions de voix au Front National en plus, que vous êtes en train de faire. Vous voyez que les millions de voix, la responsabilité, on sait où ça nous a mené depuis. Finalement, c'était il y a 10 ans, ça a commencé là. Et c'est ces critiques que vous avez fait sur leur politique qui vous a amené à présenter votre démission en 2014 ? Oui, parce que je pouvais pas, si vous voulez, il y a un moment, pourquoi il y a un moment, je pouvais pas passer ma vie dans les conseils des ministres, je demandais la parole, Monsieur le Président,
Et là, je voyais tout le monde ils se mettaient dans leurs papiers, regardaient leurs souliers. Et je leur disais, cette politique ne convient pas, il faut la réorienter, elle est parfaitement compatible avec les orientations européennes, je vous demande de bouger. Je demandais une inflexion. Tous les conseils des ministres de cette année-là, 2014, c'était des conseils des ministres tendus. Donc il y a un moment, j'aurais dit, écoutez, on va s'arrêter. J'ai dit à mes collaborateurs, on va s'en aller. Voilà, ça suffit. On ne peut pas travailler en marquant des buts contre son camp. Je peux pas. Si vous voulez, souvent, j'ai fait un demi-quinquennat au gouvernement. Donc de temps en temps, j'avais le président avec moi contre le Premier ministre. Parfois, j'avais le Premier ministre contre le président. Mais là, j'avais les deux contre moi. Donc là, c'était fini. Là, j'ai dit, terminé. On s'en bat. Donc, vous partez, comme vous l'avez dit. Comment est-ce que, à partir de cette date 2014, comment est-ce que vous allez arriver à créer les équipes du Made in France? Il y a longtemps que je voulais me consacrer à l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas comment faire. Et alors je me souviens quand j'avais 20 ans, j'avais dit à mon père, j'avais passé le barreau, j'étais presque stagiaire, j'étais déjà stagiaire avocat. J'avais dit à mon père, j'aimerais bien faire une école qui me plairait, c'est une école. Mais qu'est-ce que c'est cette école? Il me dit, c'est l'INSEAD. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est une école, on apprend avec des cas pratiques, on apprend à construire des entreprises. J'adorerais faire ça. Alors c'était une fulgurance à cette époque de ma part. Et il m'a dit, mais t'as vu le prix que ça coûte? Va bosser. C'était hors de prix, ça avait 45 000 francs à l'époque. Quand je suis sorti du gouvernement, un de mes amis qui m'a présenté au doyen de l'INSEAD et qui m'a dit, écoutez, nous, ça nous intéresse d'avoir des gens comme vous. On vous offre les études. Alors là, j'aurais dit, extraordinaire. J'ai pensé à mon père, qui n'est plus de ce monde, qui n'était plus de ce monde. J'ai dit, là, c'est un sacré cadeau. Et c'est à l'INSEAD que j'ai conçu tous mes projets agricoles, la compagnie des amandes, bleu, blanc, rouge et le miel, les glaces, et tous les modèles économiques nouveaux qu'on voulait réinventer pour l'agriculture. Et donc c'est comme ça que j'avais mes économies que mon père m'avait laissées à sa mort, j'avais 200 000 balles, je les ai mis dans ma boîte. Bon, moi j'ai rien, moi j'ai fait de la politique de façon tout à fait honnête et responsable, donc j'ai ma petite maison en Saône-et-Loire, ma voiture pour transporter ma grande famille, et ma petite maison à 220 000 euros, et puis c'est tout. Donc j'avais 200 000 euros qui me restaient en économie sur mon compte. J'ai tout mis pas dans la voiture, dans les équipes du Made in France. Et on a commencé à créer des entreprises avec ça. Et quel était l'objectif? L'objectif, c'était de créer des entreprises qui changent les termes et les modèles économiques et qui permettent de reconstruire par le bas l'économie du pays, c'est-à-dire l'industrie et l'agriculture. C'est-à-dire ce qui est effondré. On parle souvent des friches industrielles, parce qu'on a perdu énormément de notre industrie, vous le savez. Mais vous avez 20% de la surface agricole utile qui est en friche aujourd'hui. C'est de la terre qui n'est pas exploitée. Il n'y a plus de paysans. Voilà la vérité. Donc je me suis dit, comment on change de modèle pour permettre aux agriculteurs de bien gagner leur vie, tout en étant compétitifs, bien sûr. Donc j'ai monté, chaque entreprise est une équipe. On a fait l'équipe dans l'arboriculture, une équipe dans le lait, une équipe dans le miel, dans l'apiculture, une équipe dans le nucléaire, on a fait dans l'industrie après, une équipe dans le lithium, une équipe dans les économies d'énergie, etc. Et est-ce qu'il y a une équipe en particulier que vous avez montée, créée, qui vous a particulièrement marqué? Je vous présenterai la compagnie des amandes. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a fait? En France, on consomme 45 000 tonnes d'amandes. C'est 300 millions. C'est un marché de 300 millions en France. 45 000 tonnes en France d'amandes.
dans le snacking, dans la pâtisserie, dans la cosmétique. Et on importe 98%. Donc le sujet, c'est quand est-ce qu'on se remet à produire en France. Mais je peux vous parler de l'industrie, c'est encore pire. Il n'y a plus rien. Les médicaments alcaloïdes, vous savez ce que c'est? C'est ce qui sert à endormir le patient avant une opération chirurgicale. On en importe 10 milliards par an. Le matériel de manutention, le levage, 4 milliards par an. Les radars, les petits radars pour les GPS, etc. 1 milliard par an. Et comme ça, je pourrais faire une liste à la Prévert, interminable. On y sera encore demain soir. Pourquoi? Parce qu'on a laissé abandonner le tissu industriel et agricole. Dans l'agriculture, c'est pareil. Est-ce que vous savez que les pâtes alimentaires, on produit très peu en France? On en consomme beaucoup. Les chips et les frites, on fait des pommes de terre, mais elles sont fabriquées en Belgique, mais pas en France. Le saumon, 1,5 milliard par an, presque 2. Le saumon, c'est 98% importé. L'huile d'olive, incroyable. Donc on a abandonné. Donc nous on a dit, on refait. Vous comprenez? Ça les équipes du Made in France. Donc on se met autour de la table avec des gens de métier, gens qui connaissent, et on refait le modèle. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans la compagnie des amandes? D'abord on a dit, pourquoi les paysans ne veulent pas refaire de l'amande? Alors qu'en 1948, il y avait 12 000 hectares rien qu'en Provence d'amandiers. Et aujourd'hui, le premier producteur mondial, donc on importe l'essentiel, est la Californie. Ils ont un verger de 545 000 hectares. C'est comme si de Perpignan à Metz, il n'y avait qu'un seul verger. Californie intérieure. Quand vous êtes sur des satellites, vous voyez les carrés, là. Vous voyez les amandiers. C'est incroyable. Mais il n'y a plus d'eau là-bas. Donc on a dit, on va ramener l'amandier, puisqu'ils ont planté dans le désert et ils pompent avec les techniques du forage pétrolier à 2000 mètres. Ils sont fous là-bas. Donc on a décidé de ramener l'amandier dans son berceau, qui est la Méditerranée. C'est un arbre de Judée, c'est un arbre de Syrie, c'est un arbre de la Provence, c'est un arbre de la Corse, c'est un arbre de la Sicile, c'est un arbre du Maghreb. Donc cet arbre, nous avons à l'INRA d'ailleurs une richesse variétale, un matériel végétal exceptionnel. Donc on a décidé de s'associer avec l'INRA et de changer le modèle économique. Donc on a dit, on va s'associer avec les paysans et on va partager la valeur avec eux. Au lieu que la distribution vend au client et achète le moins cher possible au transformateur, le transformateur se venge sur le producteur qui est l'agriculteur en coupant ses prix en je ne sais combien, et du coup l'agriculteur travaille gratuitement. C'est quoi ce pays où les agriculteurs devraient travailler gratuitement? Donc on a dit on va faire l'inverse. Nous, on est transformateurs, distributeurs, on va s'associer avec les agriculteurs. On va être nous-mêmes agriculteurs. Et donc, nous allons aligner les intérêts de toute la filière en aval sur les intérêts de l'agriculteur, parce que ce qui compte, c'est l'agriculteur. C'est lui qui doit être servi dans son revenu. Sans lui, on ne se nourrira pas. Donc il faut le payer. Et il faut partager la richesse créée avec lui. C'est le héros des temps actuels. C'est lui qui occupe la fonction nourricière. Souvenez-vous de ça. Et donc, quelques chiffres aujourd'hui, en 2024, de la compagnie des amandes. La compagnie des amandes, on a levé 15 millions d'euros en dette et en fonds propres. Nous avons la première coopérative agricole du sud de la France, Artéris, qui pèse 1 milliard de chiffre d'affaires et qui rassemble 25 000 agriculteurs dans notre capitale. Donc moi, je dis tous les jours, je suis associé à 25 000 agriculteurs. Nous fédérons autour de nous à peu près 1 millier d'hectares. Nous sommes le premier verger de France. Nous pilotons une organisation de producteurs. Et en chiffre d'affaires, écoutez, nos arbres commencent à produire, donc on devrait faire 3 millions de chiffre d'affaires, et ça va monter encore très vite, très fort. Donc c'est possible. Et donc, au cours de votre aventure qui dure encore avec les équipes du Made in France,
Vous avez à un moment donné remis un pied en politique en vous présentant aux élections présidentielles de 2022. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ce choix? Quel projet vous vouliez porter à ce moment-là? En fait, c'est toujours le même. Hein, Mais j'aurais pas dû le faire. Parce que j'étais pas dedans, je préférais mes entreprises, en fait. Ça me passionne. Je me régale dans ce que je fais. J'aurais pas dû le faire, mais tout le monde me poussait, me disait « Arnaud, on a besoin de toi ». Mais les cimetières sont peuplés de gens irremplaçables. Donc j'ai cédé à l'amicale pression, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Cependant, j'ai défendu toujours les idées que j'ai défendues depuis des années, c'est-à-dire une meilleure souveraineté nationale défendue, des positions de décarbonation de l'économie, des valeurs universalistes qui sont toujours les mêmes, mais ça n'existe. Bon, il est vrai que ça n'existe. Les positions que je défends, on ne les trouve pas sur le marché politique aujourd'hui. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. Les gens me disent alors, quand est-ce que vous revenez? Je dis écoutez, moi j'étais là. Mais vous étiez où, vous? Vous étiez à la plage. Mais moi j'étais là. Vous n'étiez pas là. Alors, maintenant, moi je suis à la plage. Enfin, plutôt, je suis au boulot. Je fais des choses pour la France différemment. L'entreprise, c'est beaucoup plus modeste. Mais c'est tellement concret. Ça rassemble les gens. Même très opposés. La politique, ça divise tout le monde. Ça crée beaucoup de blessures. C'est abstrait, c'est pas concret. Et peut-être pour expliquer aux personnes qui n'ont pas suivi ce moment, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes retiré des élections en 2022. Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Écoutez, comme j'avais pas d'argent, j'ai pas levé d'argent. Quand vous levez pas d'argent, vous fermez. Hein. C'est comme une start-up. Hein. Donc je dis, j'ai pas d'argent, on arrête. C'est moi qui paye, je vais quand même pas me ruiner pour la France quand même. Si toute la dette qui allait être constituée si je ne me retirais pas, c'est moi qui allais la payer. Je vais quand même pas me ruiner pour la France. Je veux bien m'engager, mais pas me ruiner. Votre engagement pour le Made in France, pour l'agriculture, pour l'industrie française, lui, il n'est pas terminé, il est toujours là. Quelles évolutions est-ce que vous aimeriez pour l'avenir, pour la France? D'abord, moi je pense qu'on peut remonter en 10 ans toute l'industrie du pays. Ça, je suppose qu'on investisse 30 milliards de plus par an, qu'on trouve 25 000 hectares, quand même, pour les usines, pour ne pas l'oublier, qu'on crée, et donc qu'on forme, qu'on recrute 1 million de personnes, et qu'on trouve 25 000 PME qui doublent de taille. Mais vous avez espoir encore? Mais moi, je pense que s'il y a des gens qui s'en occupent, on va réussir. J'en suis convaincu. Et moi, je m'en occupe à ma petite échelle. J'ai monté 12 boîtes. J'espère que les 12 vont prospérer. J'ai déjà créé quelques dizaines d'emplois. Et qu'elles vont prendre de la taille et du poids. Et si les journées avaient 28 heures, j'en créerais encore 10. Merci, Monsieur Montebourg, pour cet échange.